C'est le premier débat de ce mois de mars 2022. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité d'écoute à la 95.5. Le Togo mène depuis le 24 février dernier une campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite chez les enfants de 3 à 6 ans. Elle vise à protéger les enfants ciblés, aussi permettre à notre pays de maintenir les acquis de la lutte contre la poliomyélite, une campagne qui n'est pas du goût de la population, qui l'assimile à la campagne de vaccination contre la SARS-CoV-2. Pour mieux situer l'opinion nationale, nous recevons dans nos studios le professeur Didier Ekwebi. Il est le président du conseil scientifique. Professeur, bonjour. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Nana FM. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Alors, les auditeurs, vous avez la possibilité de participer à ce débat via la page Facebook de Nana FM ou encore par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais dans une vingtaine de minutes avec Nestor Gloire, la mise en onde. Je suis Norbert Djouragi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Alors, professeur, de courtes séquences de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on voit un parent en furie, manchette à la main, débarquer dans un établissement scolaire ou encore une femme qui menace un instituteur. La raison est que leurs enfants ont été vaccinés. Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu ces séquences vidéo? Non, sincèrement, je n'ai pas vu la séquence vidéo, donc je ne pourrais pas vraiment faire de commentaires sur ce que vous êtes en train de dire, mais je n'ai pas vu, très sincèrement. Alors, aujourd'hui, est-ce que la vaccination contre les enfants de 3 à 6 ans, on sait que c'est la poliomyélite, mais pour certaines personnes, vu qu'il y a des polémiques autour de la vaccination contre la SARS-CoV-2, les gens l'assimilent à cette vaccination. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à la population? Théoriquement, il ne doit pas y avoir de polémique, puisque vous l'avez dit, les tranches d'âge sont tellement bien définies, avec une séparation pratiquement de 6 ans entre les deux tranches d'âge. C'est deux types de vaccination, hein, d'accord. D'abord, ce qui se passe, qui est la vaccination de rattrapage dans le cadre de la poliomyélite. Il faut rappeler que la poliomyélite, c'est une maladie infectieuse qui est due à un virus. Donc, c'est également une maladie qui est virale et qui entraîne des paralysies. Ça fait beaucoup de décès avant la vaccination, hein. Et c'était à peu près plus de 600 000 cas qu'on enregistrait par an, qui a diminué nettement pour atteindre aujourd'hui moins de 100 cas par an. Et maintenant, il s'est fait qu'on est dans une phase de transition, c'est-à-dire que l'idée est de remplacer la vaccination qui se faisait par voie orale par voie injectable. Donc on est dans une phase de transition et donc il y a un certain nombre d'enfants qui n'ont pas pu recevoir de la vaccination par voie injectable. Et ces enfants sont au nombre de 763 000. Donc ce sont exactement des enfants qui sont nés entre avril 2016 et août 2019 et qui sont âgés de 3 à 6 ans. Ce sont ces enfants qu'on doit vacciner pour les protéger, pour qu'ils ne fassent pas des paralysies, puisque c'est une des manifestations graves de la poliomyélite, qu'ils ne fassent pas de paralysie. Dans le cadre de la vaccination contre le SARS-CoV-2, c'est chez les adolescents, je dis bien chez les adolescents, à partir de 12 ans, 12 à 17 ans, qui sont vaccinés, l'objectif étant de pouvoir augmenter la couverture vaccinale, de protéger les personnes les plus fragiles, parce qu'on sait très bien que les enfants aussi ont la maladie, même s'ils ne développent pas la forme grave de la maladie, et qu'il était assez important d'avoir une couverture vaccinale importante pour être protégé et protéger les autres. Donc voilà un peu, c'est vraiment deux objectifs totalement différents, et donc il ne devait pas théoriquement y avoir de polémique autour. Alors, pour certaines personnes, il y a peut-être ces polémiques parce que le gouvernement n'avait pas assez communiqué sur la nouvelle façon de procéder à la vaccination contre la poliomyélite. Alors, cette vaccination de rattrapage devait... En fait, vous savez, cette vaccination de rattrapage devait se faire. Donc, vous ne pouvez pas dire que on va différer la vaccination de rattrapage jusqu'à la fin de la COVID-19, parce que ce n'est pas parce qu'il y a la COVID qu'on ne doit pas traiter les autres pandémies ou les autres maladies. Vous savez qu'on a une épidémie actuellement de Lassa,
Donc, lorsqu'on a une poliomyélite, on ne va pas attendre la fin totalement de la COVID. Et pour atteindre la fin, ou déclarer la fin de la COVID-19, vous savez qu'il faut attendre pratiquement 28 jours sans aucun cas de COVID. Or, nous avons des cas de COVID tous les jours. Donc, pour moi, on a communiqué. Est-ce qu'il fallait communiquer un peu plus? Ça c'est plus du ressort du ministère de la Santé. Mais je pense que les informations ont beaucoup circulé et que peut-être qu'il fallait davantage communiquer. Alors, le gouvernement a décidé d'assouplir les restrictions liées à la COVID-19, notamment la reprise des activités culturelles et sociales, avec l'autorisation d'accès à la plage sur présentation d'une preuve de vaccination, avec installation d'un dispositif de vaccination à proximité des lieux qui accueillent ces activités. Alors, professeur, que comprendre de cette portion de phrase, l'autorité d'accès à la plage sur présentation d'une passe de vaccination? Ce qui a été décidé est simple, c'est la reprise de toutes les activités culturelles, de toutes les activités sociales. Et il y a une partie du communiqué qui disait que chaque ministre ou bien chaque secteur d'activité précisera les dispositions sanitaires. Mais dans ce communiqué, il a été rajouté que l'accès à la plage est autorisé dans la mesure où l'accès à la plage était interdit depuis plus de 2 ans, pratiquement depuis le début de la pandémie. Donc c'était juste pour insister sur le fait que la plage, elle est autorisée. Toutefois, il faut présenter une preuve vaccinale. Parce qu'à la plage, il y a beaucoup de manifestations qui peuvent se faire. Il peut se faire un concert. Et vous savez très bien que, par exemple, devant l'Hôtel de la Paix, il y a régulièrement des concerts. Et donc, si les concerts sont autorisés, les concerts ne sont autorisés que sur présentation d'une preuve vaccinale. Et pour ne pas pénaliser les gens qui viennent à la plage, il y aura des dispositifs à côté de certaines structures de la plage pour faciliter la vaccination pour ceux qui souhaiteraient se faire vacciner. Alors, parlant de la COVID-19 ou bien de la SARS-CoV-2, quelle est à ce jour la situation dans notre pays? Donc, la situation est très très calme, c'est-à-dire qu'elle est calme sur plusieurs plans. Sur le plan épidémiologique, donc hier on a enregistré qu'un seul cas sur 993. Qu'est-ce que je peux donner aussi comme information en termes de nombre de cas? Et sur les 10 derniers jours glissants, c'est 10 cas pratiquement par jour en moyenne sur les 10 derniers jours glissants. La semaine dernière, on a quand même enregistré un décès. Il faut quand même continuer par le dire. On a enregistré un décès. C'est un sujet de 41 ans, non vacciné, porteur de comorbidité, portant ainsi le nombre total de décès à 272. Que les sujets, lorsqu'on fait le test aujourd'hui, c'est pratiquement un sujet positif sur 100 testés. Là, c'était 1 sur 993 testés. La situation est relativement calme. Mais il faut savoir aussi que les épidémies évoluent par vagues et que personne ne sait quand viendra la nouvelle vague. Et quand vous êtes dans cette situation, vous êtes dans le creux de la vague, c'est de se protéger, c'est de se préparer pour affronter éventuellement la nouvelle vague. Mais personne ne sait quand est-ce qu'elle peut arriver, ni si elle arrivera ou pas. Et comment on se protège? On se protège en augmentant la couverture vaccinale, en respectant un certain nombre de gestes barrières qui restent d'actualité. C'est le port de masque et puis la distanciation physique. Et puis le lavage régulier des mains, en rappelant bien entendu que la poliomyélite, même si on ne doit pas faire de parallèle entre les deux, ce sont des maladies qui se transmettent aussi par les messages parfois, c'est-à-dire que la transmission est en féco-oral. Professeur, actuellement, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a pris un peu la place de la COVID-19. Est-ce que vous craignez que dans les prochains jours, il y ait encore une flambée, vu qu'il y a assez de déplacements entre les pays européens? Tout ce que je sais, c'est que on a une tendance baissière dans pratiquement tous les pays du monde, sauf en Asie, où il y a une augmentation de cas en Asie. Tant que circulera 1, 2 ou 3 cas de ce virus, on n'est pas à l'abri d'une flambée, ou bien lorsqu'il y aura une mutation, on n'est pas à l'abri d'une flambée. Donc en tant qu'épidémiologiste, en tant que médecin, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est en période d'accalmie, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste les bras croisés ou bien est-ce qu'on continue la sensibilisation? C'est ce que nous pensons qu'il faut faire, c'est de continuer la sensibilisation et de demander à tous les plus hésitants et d'aller se faire vacciner, de regarder la documentation. Et tous les pays pratiquement en Europe ont fait tomber un certain nombre de gestes barrières parce qu'ils ont une couverture vaccinale qui est assez importante, de l'ordre de 80 à 90%.
Nous avons une couverture vaccinale qui est autour de 36-37% des gens qui ont reçu au moins une dose. Il faut aussi rappeler qu'on perd ces anticorps, c'est-à-dire avec le temps, et qu'il faut aller faire cette dose de rappel, et que si possible aussi, voilà, que les adolescents se fassent vacciner pour que nous puissions avoir une bonne couverture vaccinale et être prêts à affronter une nouvelle vague. S'il y a une nouvelle vague, s'il n'y a pas de nouvelle vague, nous dirons merci, c'est tout. Et puis, la vie continue. Alors, sur la page Facebook, il y a certaines personnes qui disent que le fait de lever certaines restrictions, c'est amener les populations à se faire vacciner. Non, 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 non. C'est-à-dire que bon, la question de la restriction se pose. Est-ce qu'il faut maintenir toutes ces mesures alors qu'on est en période d'accalmie? Non. Il faut laisser la population respirer, en fait. Il faut laisser la population respirer pour qu'ils puissent comprendre que lorsque nous serons en pleine épidémie ou lorsque nous serons pendant les pics, pendant les phases ascendantes, d'autres mesures pourront être prises. C'est-à-dire que la première des mesures, c'est de pouvoir éviter la saturation de nos structures de santé. Et la deuxième, c'est d'éviter les décès. Donc, nous sommes dans une période un peu d'accalmie. Donc, au niveau de la population, il faut se préparer pour affronter la nouvelle vague. Et les mesures d'allègement, c'est pour permettre aux gens de souffler un peu. Donc, surtout pour toutes les manifestations culturelles qui étaient interdites. Pour les manifestations sociales, c'est aussi important, puisque la santé, après tout, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, mais c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Alors, professeur, vous êtes le président du conseil scientifique et c'est vous qui faites des propositions au gouvernement pour faire tel ou tel. Alors, à ce jour, à quand l'ouverture des frontières terrestres surtout? Bon, la question de l'ouverture des frontières est une question beaucoup plus complexe. Hein, et je ne pense pas que le conseil scientifique a tout le poids nécessaire pour ouvrir une frontière. Il y a les chefs d'État qui se sont déjà réunis. Il y avait eu des propositions de date. Il y a une date qui était en temps le 1er décembre, je crois, 2021. Et puis il y a l'Organisation ouest-africaine de la santé, qui est comme le ministère de la Santé de la CEDEAO, qui va faire aussi des propositions. Maintenant, est-ce que les pays sont préparés? Parce qu'il y a plusieurs éléments à considérer. D'abord, la reconnaissance des différents tests PCR qui se réalisent dans l'espace CEDEAO. Par exemple, quand moi je dois voyager, est-ce que mon test est reconnu à Abidjan? Est-ce qu'il est reconnu au Bénin? Est-ce qu'il est reconnu? Ce n'est pas encore le cas. La durée de validité, déjà même pour les frontières aériennes, hein, la durée de validité de ces tests. Donc, il faut déjà régler un certain nombre de préalables entre États et se mettre d'accord sur la durée de validité de ces tests, la reconnaissance de ces tests. La deuxième chose, c'est d'abord avoir des directives qui soient harmonisées pour dire comment nous faisons pour accueillir les gens lorsqu'ils vont traverser les frontières. Est-ce qu'il faut des tests? Quel type de tests? Est-ce que c'est les tests rapides antigéniques? Est-ce que c'est les PCR? Qu'est-ce qu'on fait au niveau des points d'entrée? Donc, je pense que les gens sont en train de travailler, hein, je ne connais pas tout, hein, mais je pense que les gens sont en train de travailler sur ces différents documents. Nous, sur le plan scientifique, on échange beaucoup avec les collègues de la sous-région qui demandent qu'est-ce que vous faites au Togo. On se partage les documents, mais c'est une décision qui va se prendre à un niveau beaucoup plus élevé au niveau des chefs d'État de la sous-région, probablement sur proposition des ministres ou bien de la santé ou bien de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Godis Menson qui demande pourquoi les pays vaccinés à plus de 90% restent encore les pays les plus vulnérables. Il y a plusieurs éléments qui sont rentrés en jeu. Et on sait aujourd'hui que, par exemple, avec l'arrivée de Omicron, ce virus a été hautement contagieux et s'est transmis beaucoup plus facilement. Et qu'aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas le nombre de cas qu'il faut considérer, mais c'est plutôt, qui reste un indicateur à surveiller, hein, mais plutôt le nombre de décès, le nombre d'hospitalisations. Et dans tous ces pays, malgré le nombre de cas, ils ont pu maintenir le nombre de décès. Ils n'ont pas eu de saturation au niveau des structures de santé parce qu'ils ont une couverture vaccinale. Ils ont fait tomber un des gestes barrières qui est le masque, qui n'est plus obligatoire, je pense, à l'extérieur. Nous avons décidé, ou bien pas décidé, proposé de maintenir le masque parce que ça permet de protéger et parce qu'aujourd'hui, il y aura aussi, bien entendu, un certain nombre de rassemblements qui vont continuer
Notamment, vous savez qu'on va commencer bientôt la semaine, pas la semaine 7, mais on va rentrer dans les périodes de la préparation de la Pâque. Il y aura beaucoup de regroupements. Vous savez aussi que dans certaines régions du pays, c'est le mois des funérailles, donc il y aura beaucoup de rassemblements. Et tant qu'une grande partie de la population n'est pas vaccinée, ce n'est pas responsable de dire que nous laissons tomber un certain nombre de gestes barrières et que de plus, on sait très bien que le port de masque permet de protéger non seulement contre la COVID-19, mais contre d'autres maladies respiratoires. Et vous allez constater que les cas, par exemple, de rhinite ou de grippe qu'on avait dans le temps a beaucoup baissé avec cette pollution atmosphérique que nous avons. C'est aussi une protection qui sont des protections de niveau individuel et collectif. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais après la pause. Oui chérie, qu'est-ce que tu fais? On dirait un Luc qui court plus que son ombre. Mais bébé, je me prépare pour le 5. Le 5, qu'est-ce qu'il y a? En Capita Radio. Venez vivre au son des fanfares et groupes folkloriques la 7e édition de Folk Melody dans le cadre de la journée internationale de la femme initiée par Nana Media Culture et Nana FM en collaboration avec le ministère des Sports et des Loisirs. Au programme du jogging, du fitness, des jeux, la course de la ménagère, de la dégustation des noix de coco et bien d'autres encore. Femmes des médias, fonctionnaires, commerçantes, coiffeuses, restauratrices seront de la partie. Participation 2000 francs CFA, donnera un t-shirt griffé, faux mais des rédits, de l'eau, etc. ou encore 7000 francs CFA, donnera un t-shirt faux et les rédits, une serviette, de l'eau, un sandwich, une boisson et plein d'autres. Faux mais les rédits, c'est le samedi 5 mars 2022 à partir de 6h à Nana FM. Contact 91 09 65 65 99 50 66 50. Retour dans les studios de Nana FM, nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, très bien. Professeur, bonjour. Bonjour, M. Pélé. Ok. Bon, je pense que on parle que dans les établissements, il y a un problème concernant la vaccination polio et que vous n'avez pas le temps de faire la sensibilisation. Bon, ceci dit que je l'avais dit, quand je dis de cette Covid, que le discours du chef de l'État, le discours a été exclusif. Parce que le président devait appeler les filles du fait commun. C'est-à-dire, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand vous parlez de sensibilisation, ce n'est pas à votre niveau, vous en tant qu'intellectuel, d'aller faire le peuple bas pour dire que vous allez les sensibiliser. Vous n'avez pas cette capacité-là. Cette capacité-là revient à nos élus locaux. C'est d'autres qui ont le pouvoir, la capacité d'aller sensibiliser le peuple bas. Ouais. Donc, c'est-à-dire, il y a une confusion entre la sensibilisation et la communication. C'est ce que vous êtes en train de faire sur les médias, vous ne faites que de communiquer. Et ça ne sert à rien. Ça, c'est comme il est continué par pas de tout. Ouais. Donc, ça ne va nulle part. Mais c'est à la population. C'est-à-dire, ce sont les élus locaux qui devront faire ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il y a un manque de communication, il y a le déficit de communication que le peuple ne comprend pas. Moi-même, je ne sais pas s'il y a vaccination de ceux-là. Ouais. Donc, c'est aller donner le pouvoir à nos élus locaux. C'est pourquoi il y avait élection locale. Donner le pouvoir à nos élus locaux. C'est un petit tellement avant que qui ne veut pas financer les élus locaux. Merci, merci. Monsieur le professeur, Oui, bonjour. il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. C'est vous qui donnez les propositions au gouvernement. Aujourd'hui, est-ce qu'il est encore nécessaire d'avoir l'état d'urgence? Parce que l'état d'urgence, c'est un reporter sur la table de la population. Est-ce qu'il y a nécessaire? Parce que nous sommes depuis premier, deuxième, troisième dans le monde entier. Mais vous pointez encore dans cet état-là.
Comment vous trouvez ça? Merci beaucoup, Pélé. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Michel de Zanguera. Michel de Zanguera. Comment allez-vous? Tout ça va. Oui, allez-y. Bonjour à l'invité. Bonjour Michel. Moi, ce que je voudrais dire, franchement, je voudrais supplier le professeur. Le niveau intellectuel et médicinal qu'ils ont, je crois que c'est déjà suffisant pour que nous passions à nos propres initiatives. Parce que les Occidentaux ne respectent que ceux qui sont responsables d'eux-mêmes. Je crois que cette histoire de Covid et cette maladie rentre déjà dans les mœurs parce que elle sera traitée comme les autres maladies. Maintenant, nous avons des urgences médicales, notamment d'autres affections qui tuent plus que nous et sur lesquelles nous devons travailler. Et puis, nos hôpitaux qui sont dénudés, totalement dénudés de matériel approprié. Et les agents de santé insuffisants et pourtant formés. Donc, je crois qu'il faut qu'on regarde en face les problèmes de l'heure. Parce que Covid, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, ne fera plus peur à personne. Merci. Merci à vous aussi, Michel. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour, Massa. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Allez-y. Bonjour à votre invité. Bonjour Mas. Bon, comme les vaccins ne sont pas fabriqués chez nous, la grande partie, pas en Afrique, c'est ce que j'appelle chez nous, mais dans les pays occidentaux, et surtout que beaucoup n'ont plus confiance. Moi, je fais partie de ces gens. Nous n'avons plus confiance en ces occidentaux. Et je vais vous rappeler une petite histoire. La vaccination contre la polio au Nigeria dans les années 90, c'est en ce moment qu'on avait entendu parler de Boko Haram. Et je vais vous donner la définition de Boko Haram que moi je connais. Boko Haram. En arabe, arabe dit mauvais. Boko, comme chez nous, c'est à peu près la même chose que nous au sud ici. Boko, c'est nouveau, c'est blanc. Le blanc est mauvais. C'est ce qui a fait que dans le nord du Nigeria, les parents s'étaient opposés à cette vaccination. Et comme un menteur n'est jamais cru, vous connaissez cet adage, je voudrais poser la question à votre invité. Quelles sont les raisons qui ont motivé le remplacement des bouches dans les bouches contre les élections, surtout qu'il y a la question de Covid qui traumatise beaucoup de gens. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors en attendant peut-être que d'autres auditeurs n'appellent, le professeur va commencer par répondre à nos trois auditeurs. Professeur, on commence avec M. Pélé qui pense qu'il faut associer les élus locaux à la campagne de sensibilisation contre la SARS-CoV-2. Il a raison, je pense qu'il faut associer un peu tout le monde. Tout le monde est associé au fait. Il faut savoir qu'il y a une organisation de notre système de santé qui est une organisation de type pyramidal. Et lorsqu'il y a une telle campagne de vaccination, il y a le ministère, la direction régionale, et puis il y a les directeurs préfectoraux de santé, les maires sont informés, les préfets sont informés, on gongonne, on descend jusque pour toucher la population. Moi, bon, peut-être que c'est pas suffisant. Est-ce que c'est la période relativement courte? Est-ce que c'est la confusion avec le vaccin contre la Covid-19 qui fait que les gens ne voulaient pas absolument entendre le message qui a été suffisamment relayé, hein, puisque je sais. Donc maintenant, voilà, il a fait des propositions, je note plus les propositions, mais je crois que les autorités ont entendu les propositions et que si jamais, et là, il faut vraiment dire qu'on est juste dans une stratégie de rattrapage, hein. Donc ça n'a pas duré, je pense que ça a pris fin hier, ça n'a pas duré, avec une cible bien définie, qui sont les 763 000 enfants âgés de 3 à 6 ans. Maintenant, sur l'état d'urgence est avant tout un instrument c'est un instrument juridique qui permet au gouvernement d'aller vite en cas d'épidémie. Voilà.
Pour le moment, on a encore l'épidémie. L'épidémie n'est pas totalement terminée. Donc, ce n'est pas quand il y aura une nouvelle flambée qu'il faut aller demander encore aux parlementaires que nous voulons l'état d'urgence. Donc, l'état d'urgence a été prolongé, je crois, jusqu'en septembre 2022. Mais toutes les restrictions qui ont été levées, voilà, cet instrument juridique existe pour pouvoir agir très rapidement. Toutes les restrictions sont pratiquement levées, à l'exception de la fermeture des frontières. Donc, il faut juste être un peu patient. Et je pense que les choses rentreront dans l'ordre s'il n'y a plus de nouvelles vagues. Alors, par rapport à la question de Michel, qui parle des autres pathologies. Mais, tout à fait, c'est une préoccupation de tout le monde, hein. C'est-à-dire que l'amélioration du plateau technique, l'amélioration de la couverture vaccinale, l'amélioration de nos structures de santé, c'est une question qui intéresse tout le monde, y compris moi, parce que voilà, si moi-même je suis malade, je dois aller dans un endroit où je peux me faire soigner, donc je pense que ça fait partie des questions qu'il faut adresser directement au gouvernement, c'est le ministre de la Santé qui gère cela avec le gouvernement. Et donc je pense qu'il y a des efforts aussi qui sont en train d'être faits dans ce sens. Il faut continuer par réclamer plus pour en avoir, c'est tout. Je n'ai pas d'autres commentaires là-dessus. Alors, il y a la question de masse qui revient parce qu'on en a déjà parlé. Pourquoi avoir changé le goutte à goutte par l'injection? C'est un peu, j'ai pas voulu répondre vraiment parce que c'est un peu technique cette question, parce que j'avais dit tout à l'heure que la poliomyélite est une maladie virale qui est due à un virus, et maintenant qu'on appelle le poliovirus, il y a 3 types, hein. Il y a le type 1, le type 2 et le type 3. Le vaccin par voie orale, c'est le vaccin qu'on administre le plus facilement possible parce qu'il ne nécessite pas même d'être un médecin ou bien agent de santé pour pouvoir l'administrer. Il s'est fait que les risques liés au vaccin oral sont beaucoup plus importants. On a observé quelques cas de paralysie, quelques cas d'épidémie avec ce vaccin. D'accord? Et donc, l'idée aussi, et c'est un vaccin qui est fait, c'est pour ça que j'aime pas trop utiliser les termes techniques, qui est fait avec un virus qui est vivant mais atténué, l'autre est fait avec un virus inactivé. Et donc, d'une façon générale, ce qui a été proposé au niveau mondial, c'est un remplacement progressif du vaccin par voie orale par le vaccin par voie injectable. Aujourd'hui, si vous allez dans nos structures de santé, à la 14e semaine de vie, les enfants reçoivent aussi bien le vaccin par voie orale et par le voie injectable. Donc, c'est une politique de transition, c'est-à-dire on remplace un vaccin par voie orale par le vaccin par voie injectable. Et il s'est fait que, dans cette période de transition, certains enfants n'ont pas reçu ce vaccin qui pouvait le protéger, qui est la voie injectable. C'est pour ça qu'il y a cette période de rattrapage. Donc, lorsqu'on a des vaccins, on a à la fois le vaccin injectable et le vaccin oral. Les deux existaient. Le vaccin injectable, il est beaucoup plus cher. Et on se rend compte que le vaccin oral est moins efficace sur un certain nombre de pathologies, que ça peut entraîner encore quelques cas rares de paralysie. Donc, pour éviter cela, et comme nous sommes dans un programme d'éradication de la poliomyélite, donc c'était une décision qui a été prise depuis 2012. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Albert, comment allez-vous? Bonjour. Merci pour ces explications scientifiques. J'aimerais savoir, est-ce qu'il est conseillé de manger avant et après la prise de la vaccination? Et puis de deux, est-ce que la faim chronique ne peut pas conduire à développer des comorbidités? Merci Albert. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors professeur, vous avez suivi les deux questions de notre auditeur. Oui, non, il y avait aussi tout à fait d'abord une question de masse qui disait effectivement qu'on ne fait plus confiance au vaccin. De toute façon, on ne fabrique pas de vaccin en Afrique, il faut qu'on soit conscient. Et ça ne se limite pas au vaccin, on ne fabrique pas de médicaments, quelques rares médicaments. Donc que ce soit les médicaments pour l'hypertension artérielle, pour le diabète, on n'en fabrique pas. Maintenant, sur les initiatives, oui, on salue tout ce qu'il y a comme initiative. Après, vous regardez les chiffres, c'est-à-dire qu'avant,
la découverte du vaccin, ou bien avant la découverte du vaccin contre la poliomyélite, on avait 600 000 cas, avec des cas de paralysie, c'est-à-dire les gens qu'on regardait, qui sont paralysés, qui sont dans les fauteuils roulants, ce sont des gens qu'on n'a pas pu vacciner. Et donc après, c'est l'efficacité de la vaccination que je regarde. Après, beaucoup de gens disent, ouais, on ne fait pas confiance au vaccin, mais est-ce qu'on fait confiance au whisky, à ce que nous mangeons, à ce que nous achetons? Donc allons jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire que la logique ne peut pas être que purement médicale. La logique aussi va jusqu'à l'autre extrême, c'est-à-dire que de la consommation locale. Pourquoi? Donc voilà, donc si on doit vraiment rentrer dans ce schéma, allons jusqu'au bout. On ne boit plus de whisky, on boira d'une boisson locale, on va plus prendre, voilà, mais on va pas rentrer dans, moi je rentre pas dans ce débat. Ce qui est bon, on continuera pas à le dire que c'est bon. Ce qui est mauvais, on dira que c'est mauvais. Après, il y a le choix individuel des gens qui rentrent en jeu. Et il faut se protéger, il faut tenir compte de la prévention pour pouvoir avoir une longue vie. Voilà. Maintenant, la question sur est-ce qu'il faut manger avant ou pas. Un petit os dans la gorge. Avant, non. Il y a les enfants qui vont à la vaccination. Nos enfants vont à la vaccination tous les matins. Il n'y a pas d'indication sur la notion de manger ou de ne pas manger avant ou après la vaccination. Ce n'est pas influencé par. Maintenant, est-ce que la faim chronique, ça c'est. On va aller, on y va. Alors, professeur, nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Bonjour. Allô? Allô? Oui. Aline? Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour. Oui, bon, scientifiquement, nous sommes autant, mais sur le terrain, ils sont pas autant parce que quand on leur pose la question de savoir les incidents qui surviennent sur le terrain par rapport au vaccin, qui n'est pas au courant, ça montre qu'ils sont en haut, ils ne suivent rien sur le terrain. Parce que les séquences dont vous parlez a fait près de 24 heures. Et eux, ils ne sont pas au courant, ça montre qu'ils sont déconnectés de la population et ne prennent que des décisions aussi papier et qui ne conviennent pas sur le terrain. Et surtout, tout le monde dit celui qui est rapatrié, on ne lui demande pas de se préparer pour les autres. Vous voyez, avec les autres, ils parlent sur le plateau. S'il a une fois manqué d'aller 2 ou 3 fois dans le mois, dans l'année, puisque le Togo, les particuliers travaillent jour, mois, jour par jour. Monsieur Aline, merci beaucoup. Alors, professeur, il parle de séquences vidéo. Nous avons un autre auditeur. Il parle de séquences. Oui, dont je faisais cas. Non, très sincèrement, c'est-à-dire que moi, si j'avais vu, j'allais commenter. Donc, moi, je passe pas mon temps à regarder des messages WhatsApp. C'est vraiment, j'ai beaucoup d'autres choses à faire. C'est que si je l'ai vu, je le commenterai. Je ne peux pas commenter ce que je n'ai pas vu. D'accord. Nous avons un autre auditeur, le dernier d'ailleurs. Nana FM, allô? Bonjour, c'est ici. Madame, ici, comment allez-vous? Ça va. Allez-y. Voilà. Les Occidentaux ont envoyé ce Covid, ont déclaré sa fin. Et ils ont dit aussi qu'on peut se soigner de ce Covid comme une grippe. Et maintenant, ils s'occupent d'une autre guerre militaire en Ukraine, tout ça là. Et ils passent outre le Covid. À quand la fin de cette histoire de Covid au Togo? Et pourquoi vous insistez encore sur le vaccin? Puisqu'il y a 2-3 semaines, on nous a dit qu'il n'y a qu'un seul malade au HCR. C'est ce qu'on nous a dit. Merci beaucoup, madame, ici. Alors, professeur, les deux questions. À quand la fin de la maladie à coronavirus au Togo et pourquoi insister encore sur le vaccin quand la semaine dernière, on nous disait qu'il n'y avait qu'un seul malade au CHR Lomé connu? Donc, à quand la fin du coronavirus? C'est-à-dire que pour toutes les épidémies, c'est pas seulement pour la Covid, pour toute une épidémie, pour déclarer la fin d'une épidémie. Je vais parler en termes scientifiques et puis après l'expliquer. Il faut qu'on n'ait aucun cas pendant 2 fois la période de la durée d'incubation. C'est-à-dire que lorsqu'un sujet est infecté,
on considère qu'il va développer la maladie au maximum 14 jours. C'est la durée maximale. Ça va de 7 jours à 14 jours. Pour parler de fin, vous attendez 14 jours une première fois, et puis vous attendez encore 14 jours, 2 fois. Donc ça fait 28 jours. On ne doit avoir aucun cas pendant 28 jours pour déclarer la fin de l'épidémie. Maintenant, on sait aussi que comme c'est un nouveau virus, lorsqu'on a un cas, c'est une épidémie. Donc on est théoriquement en période d'épidémie. Et donc il y a des directives qui sont là sur le plan international pour dire c'est quoi une épidémie, comment on le fait pour le déclarer, et quand est-ce qu'on déclare la fin de l'épidémie. Donc on est toujours en épidémie. Maintenant, les épidémies évoluent par vague. C'est pas parce qu'on a 0 cas, en décembre, on avait peu de cas, et puis on a eu une flambée rapide. Et je rappelle que on a eu quand même en janvier une vingtaine de décès. Ça, c'est des chiffres. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de sujets. Donc, c'est pour cela qu'on dit qu'il faut continuer à se vacciner. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes vacciné aujourd'hui que demain, vous êtes protégé. Pour être protégé, il faut pratiquement un mois. Il faut un mois après les 3 doses. Donc, c'est-à-dire faire une première dose, faire la deuxième dose, ensuite faire la dose de rappel, et un mois après, pour être protégé contre les formes graves et les hospitalisations. Donc, tant qu'on n'aura pas un niveau de couverture vaccinale qui est élevé, on ne peut pas se prétendre à lever toutes les restrictions, par exemple, autoriser les gens à enlever le masque. Donc, c'est une mesure de prudence et la vaccination fait partie des stratégies de prévention primaire, c'est-à-dire de tout ce qu'on fera pour éviter soit la survenue de la maladie, dans le cadre de la Covid, de tout ce qu'on doit faire pour éviter les décès. Si nous avons une nouvelle flambée, malheureusement, ceux qui seront décédés, malheureusement, et c'est ce qu'on constate qu'en janvier, parmi les décédés, la majorité, ou bien 90%, n'étaient pas vaccinés. Voilà c'est pour cela qu'on appelle à continuer la vaccination. Et beaucoup de pays, je ne sais pas si c'est ce qui va être un des critères pour l'ouverture des frontières, ça je ne sais pas. Ça peut être un des critères, parce qu'aujourd'hui, pour se rendre en Europe, on vous demande de montrer la preuve vaccinale. Est-ce que l'Organisation ouest-africaine de la santé va proposer cela comme mesure en se disant, pour ouvrir les frontières, il faut une preuve vaccinale? On ne sait pas. Donc voilà, chaque pays essaie de limiter, de contenir la pandémie dans son pays en évitant au maximum les décès. Et il faut tenir compte de cela dans la prise de décision. Alors, professeur, pour certaines personnes, la gestion qui est faite de la maladie à coronavirus a été un échec parce que pour le moment, le Togo n'est pas arrivé à asseoir un système de santé très efficace et solide malgré les fonds colossaux qui ont été déboursés dans le cadre de cette pandémie. Vous répondez quoi à ces gens? Moi, je vois pas les choses de la même manière. Il y a d'abord un problème global qui est notre système de santé, qui est l'organisation du système de santé. L'organisation du système de santé prend du temps. Et il y a des indicateurs qui permettent de l'évaluer. Donc, il faut regarder ces indicateurs. Et puis d'autres, il y a la pandémie qui permettent aussi, avec un certain nombre d'indicateurs, de le voir. Le conseil scientifique est intervenu justement dans le cadre de cette pandémie. Le système de santé existait depuis l'indépendance. Donc, chaque fois, on essaie d'améliorer ce système de santé, mais qui se heurte à certaines difficultés qui sont liées d'abord aux difficultés de financement, les difficultés de ressources humaines et des difficultés de gouvernance. C'est-à-dire quand on parle de gouvernance au niveau, ce sont les piliers du système de santé, comment l'organisation même du système de santé. C'est des questions qui sont sur la table. Chacun essaie de jouer son rôle, sa partition pour faire avancer le système de santé. Il y a la couverture accès universel qui vient d'être mise en place. Ça va permettre probablement de réduire, avec le programme OESO, ça va permettre probablement de réduire la morbidité et la mortalité qui sont liées chez les femmes qui viennent accoucher. Peut-être qu'on ne voit pas encore tout, mais je pense qu'il y a des efforts qui sont faits, qu'il faut être patient. Et puis bon, voilà. Il y a maintenant le CHR qui est complètement rénové, qui va permettre peut-être d'accueillir toutes les pathologies infectieuses, mais ce n'est pas suffisant. Il faut le dire aussi clairement que ce n'est pas suffisant et qu'il faut beaucoup plus, voilà. Et qu'il faut par exemple rehausser un peu le plateau technique. Donc ce sont des éléments qui sont
à mettre sur la table. Mais ça fait partie des prérogatives du ministère de la Santé. Voilà. Alors, professeur, il nous reste pratiquement 2 minutes. Si vous avez un message, surtout à l'endroit de la population par rapport à ces polémiques qu'il y a sur le vaccin contre la polio. En tout cas, c'est vrai que ça a pris fin depuis hier, mais dans les jours à venir, peut-être s'il y a encore ce genre de vaccin, qu'il n'y ait pas de polémique. Peut-être qu'on va revoir totalement la communication. Donc, c'est ce que moi j'appelle remontée d'informations. Et qu'on savait très bien que ces deux populations vraiment cibles, c'est-à-dire ce qui se passe chez les enfants de 3 à 6 ans, c'est vraiment l'école primaire, hein, alors que la vaccination contre la COVID-19, c'est au niveau du collège et plus. Oui. C'est pour cela que si vous dites la vaccination aujourd'hui, les adolescents, on en a vacciné plus de 87 000 adolescents dans le cadre de la COVID-19. Sur 87 000, moi, je n'en ai pas entendu de polémique puisque on a vacciné personne de force, puisqu'il faut une autorisation parentale pour se faire vacciner. Donc, on n'a pas dit tel nom, tel collège, etc. dans ce que vous dites. Moi, je n'ai pas vu. Donc, pour dire aux gens... C'est dans des écoles primaires. Dans les écoles... Oui. Donc, si c'est dans les écoles primaires, c'est probablement un défaut de communication. Donc, il faut retravailler dessus, insister, faire passer l'information et vraiment faire le distinguo entre la vaccination contre la poliomyélite et la vaccination contre le coronavirus. Mais que je pense qu'il faut continuer par se faire vacciner. Je le crois profondément. Parce que si nous avons une nouvelle vague, c'est la seule arme que nous avons pour éviter les décès et les hospitalisations. Nous disons merci au professeur Didier Ekoui, il est le président du conseil scientifique. Merci à vous aussi d'avoir été des nôtres pendant ces 45 minutes. Alors, merci également. On a déjà fait 45 minutes. Oui. Merci également à Nestor Group pour la mise en onde. Nos programmes se poursuivent. Je suis Norbert Djouadi. Bonne suite de nos programmes.